Lorsque nous avons commencé notre recherche sur le sujet, nous pensions que cela sera bouclé en une semaine, ou 2 voire 1 mois au maximum, mais au fur et à mesure que nous scrutions la toile ainsi que les différents supports de documentation, on s'est rendu compte que c'est un sujet vaste, et qui demande plus de temps pour pouvoir cerner le sujet et lui donner sa juste valeur. En tous les cas, on va essayer de le faire avec vous dans cette vidéo. Nous allons entamer le sujet graduellement, et à chaque fois nous allons essayer de vous présenter un extrait vidéo d'expérience dans le monde. À travers cette vidéo également, nous tenons à remercier toutes les institutions et toutes les personnes qui ont apporté leur contribution, soit par des publications, des conférences ou bien des vidéos, et qui avaient tous pour but de nous faire connaître cette nouvelle vision de la pratique médicale. Les spécialistes ont réparti la thématique des systèmes d'information de santé en 4 thèmes qui sont la thématique relative à la télémédecine avec tous les sous-domaines qui la composent et qui est le sujet de notre vidéo, la thématique relative à la télééducation, l'exemple le plus connu est celui de la visioconférence. La 3e thématique concerne la recherche appliquée à la santé. Et en dernier, la thématique, qui englobe tous les aspects de la gestion, qui est en relation avec la santé. L'invention du téléphone en 1879, a été le premier pas vers la télémédecine d'aujourd'hui. Les premières utilisations étaient pratiquées dans un domaine précis, et qui concernait l'assistance médicale des bateaux, et c'est en 1920, qu'a été attribuée la première licence radio de service médical pour bateaux. Et pour l'anecdote, la première demande pour assistance arrivait le 7 avril 1935 du vapeur Perla, dans l'océan Atlantique au large de Dakar. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette technique ou moyen de communication a été très sollicitée sur les différents champs de bataille, pour coordonner les soins, et c'était là les premiers pas vers la télémédecine d'aujourd'hui. Avec le développement extraordinaire de l'informatique, et la mise en orbite des satellites, ainsi que l'invention de la télévision, et plus tard le téléphone mobile, et qui sont les principaux ingrédients matériels de la télémédecine, et qu'on appelle communément aujourd'hui l'éthique, c'est-à-dire technologie de l'information, et de la communication, que s'est dessinée au monde l'utilisation de la télémédecine. Le développement d'éthique ont été le levier du développement de la télémédecine et qui ont permis l'émergence de cette pratique médicale, donc c'est une relation de corrélation entre l'une et l'autre. Le terme de télémédecine a été défini pour la première fois par l'Organisation mondiale de la santé en 1997. Cette solution pratique a permis un certain équilibre et une grande équité, surtout elle a permis une couverture sanitaire surtout de territoires isolés. Mais il n'y a pas que ces facteurs-là, c'est-à-dire l'isolement, mais d'autres facteurs ont contribué eux aussi à l'émergence de ce domaine de pratique de la médecine tels que l'augmentation des maladies chroniques, le vieillissement de la population et l'amélioration de la qualité de vie. Est enfin une chose également très importante, et le facteur financier qui est primordial, et qui consiste à réduire le coût de la santé au maximum possible, mais pas au détriment de la qualité de soins. Voici quelques dates qui ont marqué l'histoire contemporaine de la télémédecine. 1960. Première téléconsultation à l'Institut psychiatrique du Nebraska. 1965 a eu lieu la première visioconférence en chirurgie cardiaque entre les États-Unis d'Amérique et la Suisse. 1970 la NASA, les stations d'études et de recherche en Antarctique, les stations d'exploitation pétrolière dans les océans, et enfin la US Navy qui ont commencé à développer des programmes expérimentaux de la télémédecine. 1973 aux USA et plus précisément en Michigan, la tenue du premier congrès international sur la télémédecine. 1994. Le premier examen radiologique scano-guidé a été effectué depuis l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal au Canada sur un patient situé à l'hôpital Cochin Paris, en France.
2001 a été une date très importante également dans cette pratique médicale vu qu'elle correspond à la première intervention chirurgicale où une équipe de chirurgiens à New York a effectué une opération chirurgicale sur un patient se trouvant dans l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément à Strasbourg, en France, en utilisant des bras robotisés. Toutes ces dates ont marqué la recherche expérimentale dans le domaine de la télémédecine, qui ont conduit à la télémédecine telle que nous la concevons aujourd'hui. À noter que si nous avons parlé de la téléconférence, bien que ce soit un autre axe de la thématique de santé, mais leurs chemins se croisent très souvent. Mais selon les écrits de certains spécialistes que c'est pendant les années 80, dans les pays scandinaves, plus particulièrement en Norvège, avec la mise en place d'un programme intitulé l'accès aux services de soins de santé, qu'a eu le vrai démarrage de la télémédecine en tant que pratique médicale à grande échelle et qui a connu beaucoup de succès. Avec notamment, en clé de succès, une technologie plus évoluée et des coûts qui avaient fortement diminué. L'un des projets phares et qui a connu plus de succès dans leur application est la vidéoconsultation en temps réel en radiologie, dermatologie, cardiologie, psychiatrie et otorhinolaryngologie. Les raisons du succès de cette troisième vague de télémédecine sont un besoin clinique clair, un partenaire de télécommunication dynamique, une technologie appropriée, un montage financier solide, un projet moins coûteux. La première des choses consiste à définir c'est quoi la télémédecine. Pour cela, nous vous présenterons des témoignages ou bien des illustrations que nous espérons qu'elles apporteront des réponses à vos questions. Pour donner une définition assez simple et claire de la télémédecine, voici la réponse du Dr Pierre Simon, le président de l'Association française de télémédecine. Je pense que c'est la technique qui vient au service du projet de la santé parce que, comme je l'ai dit, les maladies chroniques, c'est des maladies qui ont besoin de soins continus. L'hyperspécialisation de la médecine a besoin de mutualiser les savoirs médicaux et il faut des techniques de communication pour permettre, disons, d'atteindre ces objectifs. Et là, la technique arrive au bon moment, justement, pour faire de nouvelles organisations et puis permettre, disons, une meilleure prise en charge des patients. Commençons d'abord par donner une définition de la téléconsultation. La téléconsultation est un acte de consultation réalisé à distance, qui a pour objet de permettre à un patient de consulter un professionnel médical au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ce qu'il faut savoir est que la téléconsultation est une vraie consultation, donc c'est un acte médical complet. Grâce à ces extraits vidéo que nous avons pris sur la toile, nous allons vous présenter quelques exemples d'utilisation de la téléconsultation ainsi que les différents moyens de communication mis en place pour leur réalisation. Le premier exemple est une forme basique d'une téléconsultation. Ça se passe dans un service de personnes âgées. Les moyens utilisés par le service pour communiquer est un iPad ou un smartphone dont voici un extrait. Yvette souffre d'un ulcère d'origine veineuse qui persiste depuis plusieurs années. Grâce à ce système de téléconsultation, l'infirmière spécialisée, sans se déplacer, va pouvoir échanger avec l'infirmière sur place et constater l'état de la plaie. Est un petit peu saturé. Du coup, les pansements, vous les faites tous les combien là? Tous Eh les ben, jours? oui, on les fait tous les jours. Tous les jours, Myriam. Vous le supportez bien, Madame Gabrielle, le pansement? Ça vous fait mal ou pas? Est-ce que vous avez mal? Ça va, oui, je le supporte pour l'instant. Je trouve que c'est bien. Mal. Ça évite beaucoup de choses et puis c'est agréable comme ça. Nouveau protocole. Pour résumer, on met un pansement qui va absorber un petit peu plus. On maintient l'hydratation avec la crème qui est sur la table de nuit que j'ai aperçue et les saumoses qu'on retire donc le soir au coucher. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. Merci beaucoup, madame. Merci, Myriam. Une plaie. Myriam. Bonjour Anne. Alors, c'est parti. Après chaque consultation, une dermatologue valide le traitement et rédige un compte-rendu qui sera transmis à l'établissement. La patiente a-t-elle des douleurs? Non, périodiquement. J'interviens pour valider, améliorer, ajouter quelque chose. Lorsque les choses stagnent, d'avancer dans la partie médico-chirurgicale, c'est-à-dire vérifier s'il ne faut pas faire appel à tel ou tel spécialiste, qu'il soit médecin ou chirurgien. Dans ce deuxième exemple, un autre matériel plus sophistiqué ou plus adapté est mis en place.
parce que le type de consultation l'exige. Alors cet extrait se passe toujours dans un établissement pour personnes âgées également et dans un autre contexte où en plus de la vidéo et l'audio, le médecin peut consulter le dossier du malade directement dans la salle dédiée à la téléconsultation. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pouvez reculer la caméra, s'il vous plaît? Reculer encore. Voilà. C'est une cicatrice médiane qui est bien au milieu, là. Dans ce troisième exemple, c'est un autre type de téléconsultation, où là, le service de gériatrie dispose d'une valise ou station spécialement dédiée à la téléconsultation. Nous vous laissons suivre cet extrait. Arrive. Cette fois, pas de réel malaise, ceci est une simulation de prise de données à l'aide d'une station de télémédecine. Tension, saturation en oxygène, photographie d'une blessure ou même électrocardiogramme. En cas de malaise dans cette maison de retraite, toutes les mesures vitales sont directement envoyées au SAMU de Troyes via une ligne sécurisée, ce qui peut éviter des déplacements vers l'hôpital, notamment la nuit. Parfois, nos résidents partent la nuit parce qu'ils viennent notamment d'avoir un malaise. On ignore quelle est la nature de ce malaise et ils ont passé des heures et des heures aux urgences parce que malheureusement, les urgences sont souvent surbookées. C'est traumatisant pour la personne et puis d'autre part, côté urgence, c'est peut-être aussi une personne qui attend pour rien. En effet, les médecins du SAMU peuvent analyser les données en temps réel et juger si le malaise nécessite une hospitalisation ou non. Dans certains cas, des conseils et une ordonnance suffisent et si au contraire la détresse est grave, cela permet d'être réactif. Vraiment, le but, c'est déjà d'arriver au plus vite d'une urgence vitale. Par exemple, par la transmission de l'électrocardiogramme sur une douleur thoracique, on peut voir si la personne fait un infarctus et engager rapidement donc des moyens médicalisés. Passons au prochain point, pour définir c'est quoi la téléexpertise. La téléexpertise est une forme de téléconsultation suivant laquelle un acte médical est posé à distance, par un médecin sans la présence du patient, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques en réponse à une demande de consultation par un collègue médecin ou un tiers. Elle peut également prendre forme, comme en regroupant plusieurs médecins autour de dossiers de patients nécessitant des staffs pluridisciplinaires, par visioconférence multipoint. L'exemple le plus répandu, ou bien le meilleur exemple sur une téléexpertise, est la téléimagerie ou téléradiologie si vous voulez. Voici quelques exemples. Apparemment il n'y a rien. Non, il n'y a pas grand chose. D'accord. Donc je pense que c'est suspect. Ce qu'il faut, c'est que je revoie ceci tranquillement avec la fusion PET. Voilà le scanner, post-chimio, le pré-chimio et puis le PET. Donc a priori tout y est. Et on va se mettre en scanner. Voilà. Alors donc on va remonter rapidement. Alors donc à mon avis il y a une atteinte cervicale droite. Oui. Ici, susclaviculaire. On a un petit foyer qui tiens, ici, là par contre, il y a quelque chose là. Ouais, non, c'est pas du muscle. Ah, d'accord. C'est un ganglion. Ok, parfait. Postérieur, tu l'avais pas inclus? Non, je n'avais pas inclus. Ils vont être envoyés à Nancy pour qu'ensuite ils puissent faire l'analyse et sur les coupes transversales, sur les coupes frontales, sagittales et en 3 dimensions. Il l'analyse et puis après il nous le renvoie si besoin est. L'étape suivante consiste à définir la télésurveillance médicale. Où le monitoring se distingue de la téléconsultation dans le sens qu'elle concerne un patient déjà connu par le médecin ou l'équipe soignante. Elle résulte de la transmission d'un ou plusieurs indicateurs physiologiques recueillis, soit par le patient lui-même, soit par un autre professionnel de santé. Le médecin interprète ces données à distance et modifie la prise en charge, le cas échéant. Cette télésurveillance médicale doit être clairement distinguée de la téléassistance sociale, qui met en œuvre des services à la personne en sécurisant, par exemple, le maintien à domicile, sous la règle du respect de la protection de la vie privée.
Si les deux champs de la télésurveillance médicale et de la téléassistance sociale peuvent se compléter, ils ne doivent pas être confondus. La télésurveillance peut être ponctuelle ou continue. Si elle est ponctuelle, elle peut l'être pour la lecture d'une donnée dans le temps à des fins de vérification ou d'alerte, alors que si elle est continue, elle devient du monitoring, surveillance, d'où la notion de téléinterprétation, soit l'interprétation à distance des signes cliniques, et de leur évolution, le cas échéant, par le biais des technologies de l'information et de la communication. Nous allons suivre ensemble un extrait vidéo qui illustre quelques exemples de télésurveillance. Grâce à une nouvelle technologie, les appareils désormais émettront un ensemble de données. La transmission des données est quotidienne. Tous les matins, l'appareil se met à émettre, comme un téléphone, qui va envoyer des données, et c'est récupéré sur un dossier qui est le dossier médical sommeil du patient. Et là, on va avoir toutes les données, à la fois consultables par le prestataire, par le médecin et par le patient. Dans le dossier personnel de chaque patient, on a donc accès à des données comme le temps d'utilisation de l'appareil, le nombre d'apnées résiduelles ou encore le nombre de fuites. Lui-même ses dialyses à domicile pour éliminer eau et toxines en surplus dans son organisme. C'était un peu une contrainte, mais psychologiquement, je l'ai bien pris. Donc pour moi, ça fait partie de ma vie comme autre chose, quoi. Patient indépendant mais aussi interactif. Son contrôle médical se fait via Internet. Poids, tension, température. Chaque jour, Philippe livre ses mesures à un logiciel de télédiagnostic. Ce médecin électronique lui transmet son diagnostic et le communique à son médecin humain. Voilà, alors tous les matins, je regarde les données des patients. Donc je passe, on pourrait dire, ma visite par Internet. Cet ordinateur me permet d'être en liaison chaque jour avec le patient et d'être chez lui. Tous les matins, je regarde le diagnostic du système expert. C'est le premier système de télémédecine au monde qui permet de faire un diagnostic. Donc, qui analyse les données transmises par le patient et qui restitue un diagnostic. Grâce à Diatelic, Pierre-Yves pourra bientôt surveiller à lui seul des centaines de patients. Bilan de l'expérimentation, aucun problème médical grave pour les 15 patients connectés sur le net. Des patients ravis de pouvoir conjuguer vie normale et surveillance médicale. Et enfin le dernier point à définir qui est la téléassistance médicale. La téléassistance médicale correspond à un acte au cours duquel un médecin assiste techniquement un confrère à distance. L'application la plus médiatisée, en matière de téléassistance médicale, est représentée par la téléchirurgie. Cette application, encore marginale mais déjà déployée dans de nombreux pays, pourrait être appelée à connaître une rapide accélération, en apportant l'expertise opératoire dans un territoire éloigné. Cette vidéo que nous allons vous présenter illustrera le concept de la téléassistance médicale. Il faudrait que tu dissèques plus près du duodénum, entre le duodénum et le collet. Il fallait qu'il y ait un délai, c'est-à-dire un délai de réponse, qui soit acceptable pour le chirurgien. Ce délai, c'est en fait le moment entre l'ordre qu'on donne aux instruments virtuels et le fait que l'on voit ce qui a été fait par le robot. Et là, il avait été prouvé par des travaux de l'armée américaine que ce délai devait être de l'ordre de 150, 200 millisecondes au grand maximum. Et là, on a vu la prouesse technologique de France Télécom, puisqu'on a réussi à faire cette opération avec un délai de 135 millisecondes constant, qui est quelque chose de non seulement acceptable, mais de parfait pour le chirurgien. You too. Yes, 1 mm size. C'est en définitive la possibilité de montrer qu'il n'y a plus de distance entre un chirurgien, une équipe chirurgicale et son malade, et que le partage du geste chirurgical devient possible partout à travers le monde. Le type d'opération qui a été choisi pour cette première mondiale a été un acte chirurgical relativement simple, qui est considéré comme le gold standard en chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire en chirurgie qui se fait par l'intermédiaire d'une optique, d'une caméra et de moniteurs.
C'est une opération, bien sûr, qui était faisable sans aller opérer la malade de New York à Strasbourg. C'était néanmoins la meilleure façon de prouver qu'une opération qui était devenue gold standard en chirurgie mini-invasive pouvait devenir également le gold standard à distance, de manière extrêmement safe, donc extrêmement sécurisée pour le malade. Sont les grandes lignes de la télémédecine, mais certains pays dans leurs lois concernant cette pratique médicale, ont jugé utile l'ajout d'un autre élément et qui est la régulation médicale. Pour plus d'informations vous pouvez consulter l'exemple de la loi française de 2010 et qui a pour nom la loi HPST. Pour les actions entreprises pour faire aboutir ce projet et lui donner toutes les chances de réussite. Les pays leaders dans ce domaine ont choisi des chemins différents. Mais la majorité semble avoir choisi la méthodologie suivante, à savoir l'élaboration d'un ou plusieurs cahiers de charges pour cibler le type de maladie que l'on veut prendre en charge grâce à cette technique et qui doivent répondre à un certain nombre de questions primordiales. Exemple, quels sont les besoins de nos patients et qui n'est pas pris en compte par le parcours actuel des soins? Comment fédérer les professionnels autour de ce mode de médication? Il faut penser également à la formation des patients pour qu'ils soient autonomes par rapport à cette pratique. Mettre en place un modèle d'évaluation médico-économique en créant des sites pilotes qui seront un véritable laboratoire expérimental et qui pourront par exemple répondre à une question très importante: quel modèle de rémunération peut-on mettre en place pour cette pratique vis-à-vis des praticiens? Les pays très engagés dans cette voie ont également mis en place des institutions ou des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des réseaux de compétences, qui ont pour tâche d'organiser des rencontres des principaux acteurs de la télémédecine. Ces institutions prennent en charge le problème d'information et des actions diverses, à savoir des publications sur divers supports d'information papier ou électroniques relatant des expériences vécues ou des projets mis ou à mettre en place, des salons, des réunions, des forums et des débats regroupant tous les acteurs, et ils ne s'arrêtent pas là vu qu'ils font office d'accompagnateurs pour les hôpitaux ou cliniques pour la mise en œuvre des projets qui vont dans ce sens. Et pour vous dire l'importance qu'attachent ces pays à la télémédecine, des concours sont organisés et des trophées sont décernés chaque année pour les meilleures innovations et projets de télémédecine et e-santé. Au-delà de tout cela, on assiste depuis plusieurs années à des projets futuristes concernant la télémédecine. On a choisi pour vous un extrait vidéo d'un organisme très actif dans le domaine de la e-santé et de la télémédecine, qui a pour nom le CATEL, et sans trop tarder nous vous laissons avec cet extrait. De cette journée qui a vocation à rassembler sur une vingtaine de villes en France et dans le monde 1 millier de participants, des participants donc de différentes disciplines. L'ensemble des acteurs concernés par le développement de la e-santé sont invités à ce type de journée pour répondre finalement à leurs besoins d'information, de partage d'expérience. Le CATEL, c'était le club, celui qui regroupe, qui fédère les acteurs. Aujourd'hui, c'est toujours CATEL le fédérateur des acteurs, mais pas seulement. C'est aussi CATEL qui accompagne les projets pilotes et qui, dès que c'est possible, donne à ces projets une visibilité. Il est important de disséminer un savoir-faire, mais c'est important également de le faire savoir que ces projets existent, faire connaître les retours, que ce soit des succès ou des échecs, et également d'inscrire ces projets et ces accompagnements dans la durée. Il ne s'agit pas simplement de collecter finalement un ensemble de témoignages provenant de ces 20 régions différentes. Non, aujourd'hui en 2015, nous voulons aller beaucoup plus loin que cela, faire en sorte que ce soit une journée pour faire bouger les lignes, une journée qui porte sur des projets concrets, opérationnels, déjà si possible depuis plusieurs années, ayant la possibilité de nous donner des retours d'expérience. Donc, je suis Philippe Burnal, je suis délégué à la stratégie des systèmes d'information de santé, qui est une petite équipe qui est chargée de coordonner l'action des différents acteurs publics, administration centrale, opérateurs, en matière de e-santé. Voilà. Donc je suis venu ce matin saluer, comme j'avais d'ailleurs
fait l'année dernière, donc cette journée du Catel, qui est une manifestation importante, puisqu'elle réunit beaucoup de monde, et puis c'est l'occasion, c'est une journée importante et intéressante parce que elle est vraiment centrée sur des retours d'expérience, et que ça, je crois que c'est un bon principe et quelque chose qui est utile pour chacun de ceux qui sont là et de ceux qui derrière sont amenés à lire les actes. Voilà. Et donc à cette occasion, ce que j'ai présenté, c'est un point d'actualité, puisque le Parlement a commencé à examiner en commission des affaires sociales, puis en séance publique la semaine prochaine, le projet de loi de santé, dans lequel figure un certain nombre de dispositions juridiques qui donnent un cadre à la e-santé en général et qui, pour certaines d'entre elles, ont un impact sur la télémédecine. Nous sommes présents aujourd'hui à la journée du Catel pour participer à une table ronde sur le financement de la télémédecine. C'est un sujet bien sûr extrêmement sensible, notamment pour les industries qui sont partenaires du syndicat les 6, puisque nous souhaitons voir évoluer le financement, en tout cas qu'il y ait une existence d'un financement de télémédecine, pour que la filière industrielle dans la e-santé puisse se développer en France. Il y a des points positifs, on travaille avec un certain nombre d'instances, notamment le ministère de la Santé et la DGOS, sur l'article 36. Donc l'article 36, pour mémoire, c'est le financement d'expérimentations de télémédecine qui ont été votées dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2014 et qui prévoit un financement 2014-2017 pour des expérimentations de télémédecine. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec la DGOS et le bureau PF3 pour établir un cahier des charges de ces expérimentations. Donc en tant que syndicat industriel, nous travaillons en collaboration le LESIS avec le SNITEM, le Syntec et le Catel pour justement faire valoir nos attentes en tant qu'industriels. On intervient aujourd'hui au Catel sur un témoignage autour de 3 projets. Donc ce matin, nous sommes intervenus sur le projet de télépathologie. Donc c'est un projet qui embarque une vingtaine d'établissements sur la région Île-de-France pour la lecture de l'âme virtuelle avec de l'expertise en pathologie, que ce soit dans un contexte de téléexpertise ou d'extemporané. Le second sujet sur lequel nous sommes intervenus ce matin, c'était sur le sujet de l'innovation et de la généralisation de projets de télémédecine et autour du projet PIMS, qui est un projet de télésurveillance au domicile du patient avec des objets connectés pour l'insuffisance cardiaque. Et enfin, nous aurons une troisième intervention cet après-midi sur le projet Ortif autour de l'industrialisation du déploiement et du modèle économique, qui embarque, lui, une centaine d'établissements autour de la téléconsultation, de la téléexpertise pour les urgences neurologiques, la prise en charge d'enfants polyhandicapés et pour la prise en charge d'enfants atteints d'autisme. Notre intérêt est de faire découvrir le G16 décisif au travers des actions que nous menons, ce soit des actions d'accompagnement sur la gestion de projet, que ce soit des actions qui sont sur la technologie et la mise en place de déploiement d'outils et de solutions technologiques. Et enfin, c'est aussi pour entendre d'autres témoignages d'autres régions, pour en tirer toutes les bonnes expériences et des retours d'expérience qui viendraient de ces autres régions. J'interviens en tant que cofondateur du CREBEN, du Centre régional d'expertise breton en neuroradiologie, qui consiste en fait à rendre des avis d'expertise sur de l'imagerie du système nerveux central et de la moelle épinière. C'est un système qu'on a mis en place avec le CHU de Brest et de Rennes depuis 2009 et qui rend des avis tous les jours, 24 heures sur 24. Effectivement, au début, c'est un peu une politique du changement, c'est-à-dire qu'on va obliger en fait les demandeurs à suivre un circuit particulier, c'est-à-dire de mettre par online un formulaire de demande avec le motif de la demande, les questions qui se posent sur l'imagerie. Donc après, ce formulaire transite par un système sécurisé avec les images qui nous arrivent. Nous, on est avertis par email d'une demande d'avis. On y répond soit dans l'urgence dans les 15 minutes ou, si c'est moins urgent, dans les 24 heures. On répond par écrit, cet avis est signé et renvoyé au demandeur qui lui aussi a une alerte par email en disant que l'avis est revenu, qu'il peut le lire. Et après, d'ailleurs, qu'il peut aussi l'archiver dans le dossier patient. Cette journée, toujours aussi passionnante, toujours aussi surprenante. Nous qui travaillons depuis des années, nous sommes encore surpris de certains témoignages, de certains acteurs qu'on ne connaissait pas, certains projets qu'on ne voit naître de nulle part. Et ces journées sont toujours l'occasion d'identifier ces nouvelles pépites de projets, pépites d'acteurs que nous aurons à cœur d'accompagner dans les prochains mois. Une feuille de route et des priorités ont été définies
Et parmi ces priorités, nous avons énuméré 5 chantiers où on trouve. La première priorité est celle de la permanence des soins en imagerie médicale. La deuxième priorité concerne la prise en charge des maladies cardiaques et plus exactement les AVC. La troisième priorité est l'organisation de la télémédecine dans le milieu carcéral. La quatrième priorité est celle de la prise en charge des maladies chroniques. Et enfin la dernière priorité est celle des soins en structure médico-sociale ou en hospitalisation à domicile. Nous avons parlé de la télémédecine dans les pays développés. Dans la partie qui va suivre, nous allons partir à la découverte dans l'hémisphère sud pour voir ce qui se passe et en particulier dans les pays émergents ou les pays du tiers-monde. Il faut dire que nous n'avons pas pu avoir beaucoup d'informations sur le sujet vu que ces expériences ne sont pas médiatisées. Nous avons choisi 2 exemples, l'un en Asie et le second en Afrique. Nous vous invitons à partager avec nous cet extrait. Nous allons maintenant voir quelques extraits d'expériences menées dans des pays dits émergents et du tiers-monde. La première expérience, en Asie plus particulièrement en Inde, ainsi qu'une seconde expérience, celle-ci va nous mener en Afrique, et plus précisément au Kenya. Sans trop attendre, nous vous laissons avec cet extrait. Celui-ci se trouve en ville, à des centaines de kilomètres. Un nouveau service de santé, rendu possible grâce aux nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle la télémédecine. Prenez rendez-vous dès maintenant. On vit dans les campagnes indiennes où il n'y a quasiment aucun médecin. Ces derniers préférant s'installer dans les grandes villes où la vie est plus trépidante. Ce désert médical touche tous les pays émergents. Alors, pour venir en aide aux 80% de la population mondiale hors de portée des soins, une génération montante d'entrepreneurs s'est emparée des nouvelles technologies pour combler ce vide. L'objectif, démultiplier à grande échelle les diagnostics, les traitements et la couverture santé de ces populations rurales. Au sud de l'Inde, à Bangalore, 2 ingénieurs informaticiens, Samir Sawakar et Rajiv Kumar, ont créé la société Neurosynaptic pour fabriquer un kit médical complet qui comprend plusieurs instruments de mesure reliés à un boîtier central. Les informations collectées sont transformées en données numériques et envoyées à un médecin situé à des centaines de kilomètres du patient. Le défi qu'a donc dû relever Samir Sawakar était de taille. Faire transiter des données médicales par une ligne téléphonique à très bas débit. Pour mieux comprendre comment fonctionne ce système, direction le nord de l'Inde. Ici, faute de médecins, les habitants, comme ce patient, venaient d'habitude consulter des guérisseurs traditionnels. Gaurav est l'un de ces guérisseurs. Mais depuis peu, il a une nouvelle corde à son arc. Grâce au kit médical de télémédecine, et parce qu'il a suivi une formation aux nouvelles technologies, il peut désormais mettre en relation un villageois malade avec un médecin certifié de New Delhi. Et c'est la garantie pour tous les patients d'un meilleur accès aux soins. La première fois que nous l'avons installé dans un village et que nous avons réussi à nous connecter à un docteur, nous avons dignement fêté ça, parce qu'on pensait vraiment que c'était impossible jusqu'à maintenant. À distance, le médecin peut prendre la température du patient, sa tension, sa pression artérielle, l'état de sa respiration et même réaliser un électrocardiogramme. Une belle performance quand on sait que tout transite par une ligne téléphonique classique. Cette technologie fonctionne remarquablement bien à 32 kilobits par seconde, ce qui est très peu. Et nous sommes les seuls à le faire à ma connaissance. On peut transférer une vidéoconférence et toutes les données médicales en temps réel, même avec ce très bas débit, ce qui est vraiment incroyable. Immédiatement envoyé au cabinet du guérisseur traditionnel qui stocke sur ses étagères les médicaments de base. Lorsque le diagnostic est grave, le médecin demande évidemment au patient de se rendre à l'hôpital le plus proche muni d'une lettre de recommandation. Vous en prendrez 4 par jour. 2 le matin, 2 le soir. Pour accélérer sa croissance, l'entreprise vient d'ouvrir plusieurs cabinets médicaux comme celui-ci à New Delhi.
Installés dans des box devant un écran d'ordinateur équipé d'une webcam, une trentaine de médecins auscultent à longueur de journée des patients situés à des centaines de kilomètres et communiquent avec un micro et des écouteurs. Cette plateforme est aujourd'hui la plus importante de télémédecine en Inde. Nous pouvons toucher une zone qui couvre près de 40 millions d'utilisateurs. Et dans les 5 prochaines années, nous souhaitons toucher 25% de la population rurale indienne, ce qui représente environ 250 millions de personnes. Un objectif colossal qui donne la mesure de l'enjeu. Andrew Bastarous, jeune ophtalmologue anglais, a très vite compris le potentiel qu'offraient les nouvelles technologies pour décupler son action sur le terrain, notamment lors de ses missions humanitaires. On diagnostique presque tout avec cet instrument. Mais comme vous le voyez, c'est très délicat, c'est lourd, ça n'a pas été conçu pour voyager. Ce qui fait que c'est à chaque fois un défi pour nous de nous déplacer avec tout ce matériel qui demande 2 véhicules, qui demande de former du personnel adéquat, d'installer un groupe électrogène, etc. C'est pour ça qu'on essaye de trouver un autre moyen plus adapté à nos besoins. Voilà pourquoi on a décidé d'utiliser le téléphone portable avec un écran de très grande résolution et une caméra HD, dans lequel nous avons installé une application que nous avons créée et que nous avons appelée PEEK pour Portable Eyes Examination Kit, qui nous permet de faire une multitude de tests, rien que sur cet outil mobile. Grâce à ce système, des auxiliaires médicaux partent sillonner les campagnes les plus inaccessibles sur leur motocyclette. Objectif, détecter le plus tôt possible des glaucomes ou des cataractes qui se transforment souvent en cécité complète. Or, dans 80% des cas, la cécité est évitable. Rosaline, par exemple, a 67 ans et commence à perdre la vue. Pour permettre à des spécialistes d'établir un diagnostic depuis Londres à 7000 km de distance, Sam éclaire fortement chaque œil et les filme en très gros plan pour obtenir la meilleure définition possible. L'observation de ces vidéos permettra d'établir que Rosaline souffre d'une cataracte prononcée. Il y a 2 ans, c'était juste un rêve, une idée. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est néanmoins une chose de créer un outil qui marche. C'est une autre paire de manches de le voir marcher. Cette première mondiale, mise au point par Andrew et 2 de ses amis, est encore au stade expérimental. Pour l'instant, tous les diagnostics réalisés avec le téléphone sont doublés dans son cabinet itinérant. La raison pour laquelle nous doublons ici tous les examens réalisés avec le téléphone, c'est qu'il est important de ne pas travailler sur des suppositions, mais des faits scientifiquement établis. Le danger avec une nouvelle technologie, c'est qu'elle peut justement être dangereuse. C'est pour ça qu'on installe tous les jours ces équipements pour doubler tous les tests qui sont réalisés avec le téléphone. On fait ce double examen tous les jours, avec 30 à 40 personnes, et ça, dans 100 endroits différents. Ce qui fait qu'au total, nous aurons 3 à 4 000 tests que nous pourrons comparer pour être certains que l'application du téléphone est aussi efficace que les techniques classiques. Et si c'est le cas, nous pourrons alors déployer cette technologie à grande échelle. Pour l'instant, cette innovation est financée par l'aide internationale. Si cette technique tient ses promesses, elle pourrait permettre de détecter et soigner massivement les personnes âgées atteintes de cécité. Une population évaluée à 45 millions de personnes dans les pays en voie de développement. Une opération qui a permis à Victoria de retrouver la vue. Comme tous les pays du monde, l'Algérie a eu ses propres expériences dans ce domaine, dont voici un extrait. Notre pays est un pays vaste, sa superficie est de 2 381 741 km², ce qui lui a valu à ce titre d'être le plus grand pays d'Afrique. Classé 16e à l'échelle mondiale, il fait 4 fois la superficie de la France, et 60 fois celle de la Suisse. Une frontière terrestre de 6343 km, et un littoral de 1622 km dont 84% de sa superficie sont des régions désertiques. L'Algérie comptait 39,5 millions d'habitants au 1er janvier 2015, et une prévision d'une population de plus de 40 millions d'habitants en début 2016. Dont 90% vivent dans les villes côtières. En plus de la répartition géographique des populations, ainsi que la diversité topographique des reliefs, et en vue de toutes ces données,
rend techniquement ou pratiquement l'impossibilité une bonne prise en charge médicale de la population, et surtout que les médecins spécialistes ou de haut rang magistral préfèrent les grandes agglomérations, ce qui est tout à fait compréhensible, question de confort de vie. Alors cela crée une disparité dans la prise en charge des malades, surtout en ce qui concerne les patients vivant dans les zones rurales ou isolées. Nous avons trouvé beaucoup de difficultés pour vous rapporter ce qui se fait en matière de télémédecine en Algérie, vu et que nous avons peu d'informations en ce qui concerne cette pratique, que ce soit les expériences ou bien les techniques utilisées. Pour une raison simple qui est le manque flagrant de communication de telles expériences, qui sont peu médiatisées ou pas. Ce que nous avons pu avoir, ce sont quelques brèves couvertures par la presse, ou bien par les chaînes de télévision de quelques événements de ce type. Mais tout de même nous allons vous proposer de voir quelques extraits d'expériences faites en Algérie, depuis les années 2000. L'an 2008. Organisation du premier atelier international de télémédecine, qui avait pour thème la télémédecine utilisation et défis. Décembre 2012. Un prototype de projet de réseau de télémédecine Algérie, RTDZ, reliant le centre hospitalo-universitaire, CHU, de Bab el Oued, Alger, et les établissements publics hospitaliers des wilayats de la Gouat et Béchar. Le 4 décembre 2015 a été organisé pour la première fois en Algérie un séminaire dédié à la télémédecine en collaboration entre la Société algérienne de télémédecine et la faculté de médecine de l'université de Béjaïa. Avril 2016. 5 CHU du Nord et 12 EPH ont été interconnectés grâce au réseau de télémédecine Algérie RTDZ, qui a été officiellement lancé, à partir de l'hôpital de Beni Messous, par Monsieur le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière. Dans un premier temps, 5 CHU, Mustapha Bacha, Bab el Oued, Beni Messous, Constantine Oran, et 12 établissements publics hospitaliers, EPH, des wilayats du Sud, seront connectés en attendant la suite. Par manque d'informations, nous ne savons pas s'il s'agit de visioconférence, ou bien une téléassistance, ou bien de téléconsultation, et d'ailleurs c'est pour éclaircir ce type d'amalgame, que cette vidéo a été faite. La télémédecine au CHU Batna. Une première expérience a été tentée en 2001, interconnexion entre le CHU Batna, service de cardiologie et le Centre national de médecine sportif, projet piloté par le ministère de la Santé et l'Agence nationale de la documentation et de la recherche scientifique. Objectif, échange d'expertise. Le slogan pour cette action était faire circuler l'information au lieu du malade. Cette action consistait à scanner le dossier médical du patient atteint d'une pathologie cardiaque, ensuite l'envoyer par Internet pour une expertise et ainsi éviter aux malades des déplacements inutiles. Malheureusement, cette action n'a pas pu continuer pour une multitude de problèmes, qui seraient trop longs à expliquer dans cette présentation. En 2013, le CHU a fait une acquisition de matériel de visioconférence, qui a été très vite exploité, et a couvert presque la totalité des opérations de transplantation rénale depuis mars 2014 à ce jour, où la plupart des opérations ont été suivies par de nombreux médecins et étudiants, et après une certaine maîtrise et plus d'indépendance par rapport à Algérie Télécom, en mars 2016, le CHU a pu expérimenter avec succès une téléconsultation et non pas une téléconférence, où l'équipe informatique du CHU avec l'apport d'un consultant expert en télécommunication, une téléconsultation avec un site distant, qui était initialement l'établissement public hospitalier d'Aris, qui se situe à environ 70 km du chef-lieu de la wilaya, mais vu la non-disponibilité d'une bonne connexion a vu un changement, où le site a été changé mais dans la même ville, où ils ont pu cette fois-ci transférer en plus de la vidéo et du son, des données ou data, c'est-à-dire la possibilité de donner au médecin expert, qui va faire la consultation, de voir tous les documents concernant le malade en temps réel, et en attendant la couverture de tous les établissements de la wilaya,
d'une bonne connexion Internet qui soit surtout stable, cette équipe est en phase d'expérimenter une nouvelle technique moins coûteuse qui pourra accélérer le processus de déploiement. Dans un avenir proche, d'autres expériences seront tentées avec les wilayats limitrophes et plus précisément la wilaya de Kanchla, où déjà un premier essai concluant a été établi avec l'établissement public hospitalier de Kanchla et un autre avec l'établissement public hospitalier de Caïs. Donc, la technologie est là et ne va pas tarder à être mise en place, mais le plus gros défi serait comment s'organiser autour d'elle pour tirer un bon profit. Ce modeste travail n'a pu être réalisé que grâce aux diverses contributions des institutions que voici, et dont la plupart de ces contributions sont de type vidéo, que nous avons trouvées sur la toile, et que nous avons compilées pour vous. Un grand merci à toutes et à tous.